Bonjour à tous, vous pouvez respirer à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature. Très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures et décrypter avec nos invités les images de leurs exploits. Une émission très éclectique aujourd'hui puisqu'on va parler de trail, on va parler de snowboard, d'escalade et de glace avec 4 grands champions qui sont à mes côtés. Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. Membre de l'équipe de France de trail au palmarès long comme un ultra. Le dernier podium en date, c'était au mois de novembre, une deuxième place au championnat du monde de trail en Thaïlande. À côté de vous, Ludovic Guillaudia, snowboarder de Villard-de-Lans, qui fait partie des meilleurs freeriders mondiaux depuis une bonne décennie maintenant, Ludovic. Mais ouais, 11e année en freeride. Ouais. Vous êtes de la même génération tous les deux. Je crois que Nicolas, 36 ans. Ouais, 1986. Et Ludo 85. Bon, ce sera vous l'aîné des invités aujourd'hui, parce qu'en face, on va descendre d'une décennie avec Tristan et Luna là devant. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 21 et 24 ans, j'ai bon à peu près 22. 22, ah bah oui, forcément, dommage, ça avance. 22 et 24 ans, frères et grimpeurs spécialisés dans l'escalade sur glace. Luna est champion du monde en titre et Tristan était 3e de cette même compétition qui a eu lieu l'an dernier. J'ai trouvé un point commun entre vos 3 disciplines. Je ne sais pas si vous pouvez deviner lequel c'est. Pas évident comme ça sur le papier entre l'escalade sur glace, le freeride. La montagne quand même, on pratique. Alors il y a la montagne, c'est vrai que ça fait un deuxième. Non, le point commun que j'avais trouvé, c'est qu'aucune des 3 n'est olympique. Voilà, c'est partie du programme olympique. C'est un problème, Ludo, quand on fait une carrière de sportif de haut niveau, de ne pas être dans ce radar des JO qui met vraiment un éclairage sur des disciplines. Écoute, moi j'ai fait 7 ans en Coupe du Monde de Border Cross, qui était une discipline olympique. Les Jeux de Turin, je suis passé à côté, mais j'étais encore jeune. Mais ma grosse déception, ça a été Vancouver. J'étais remplaçant aux Jeux de Vancouver. Et ça a été vraiment ce qui a marqué ma fin de carrière en border. Et je me suis lancé dans le freeride en plein milieu de saison. Mes entraîneurs n'étaient pas d'accord et je leur ai dit je quitte l'équipe de France et je pars dans le freeride. Et aujourd'hui, on vient d'être racheté par la FIS, qui, je pense, a un œil sur le freeride pour le faire passer olympique. Bonne chose ou pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est bien d'avoir rallié la FIS ? Il y a quelques années, j'aurais dit non. Là, j'en sais rien non plus, donc à voir. Nicolas Martin, le trail, ça explose depuis quelques années, ça se pratique un peu partout, ça coche pas mal de cases pour devenir un sport olympique. Oui, après, je pense que les expériences qu'on a des sports un peu mineurs comme les nôtres qui sont passés aux Olympiques, et je pense que le meilleur exemple en date, c'est le ski alpinisme qui va rentrer au JO en 2026. Ça dénature quand même souvent la discipline, donc il y a des opportunités, je pense clairement quand on est olympique pour les athlètes de haut niveau. Après, est-ce que ça sert la discipline quand c'est pas une discipline qui est très dans les standards, je pense que c'est moins le cas par exemple de leur discipline qui je pense serait assez facile à être au niveau télévisuel. Le trail, ça risquerait de réduire les distances, de tourner sur des boucles et c'est pas trop l'esprit de notre discipline, donc je suis assez partagé sur ce sujet personnellement. Ouais, parce que c'est vrai que le ski alpinisme, le format olympique, c'est du sprint sur des petits circuits, loin de l'esprit montagne que l'on peut connaître sur les grandes courses de la région. L'escalade est olympique depuis peu, l'escalade sur glace pas encore, ça pourrait le devenir, Tristan c'est en démonstration depuis maintenant plusieurs fois. Ouais, c'est vrai que la première démo était à Sochi, donc ça remonte un peu. Et je pense que ça pourrait. Alors, je pense qu'il y a 2-3 choses à régler encore avant d'en arriver là. Mais c'est sûr que ça pourrait l'être. Comme il disait, il y a un côté télévisuel qui est beaucoup plus facile à mettre en place et qui, du coup, toucherait moins peut-être à la discipline. Ouais. Bon, en attendant que vos disciplines soient olympiques, on va un peu mieux faire connaissance vos pratiques. On va démarrer avec l'escalade sur glace. Luna, alors là, c'est pas des baskets de trail ni une planche de snowboard qu'il faut, c'est des crampons et des piolets. Hein. Ouais. Et c'est une discipline qui va ressembler pas mal à de l'escalade en compétition au final. On est sur une structure qui est artificielle et on va évoluer sur des prises en tout matériau, on va dire, avec les piolets. Et donc ça fait vraiment une escalade qui est encore plus aérienne, encore plus vertigineuse et avec des mouvements très loin, très physiques.
Et voilà, ça ressemble pas forcément à l'escalade sur glace naturelle. Oui, parce qu'à la base, dans les années 70, quand cette pratique est apparue, Tristan, c'était ce qu'on appelait de la cascade de glace, sur des chutes d'eau, on le voit là en image, gelées pendant l'hiver. Ouais, complètement. Au début, c'était vraiment que ça. Et au fur et à mesure, pour départager les compétiteurs, il a commencé à y avoir des zones en fait, qui étaient utilisables, d'autres non. Et puis, au fur et à mesure du temps, le niveau a tellement explosé, au niveau surtout physique, en fait, que maintenant, pour pouvoir départager les grimpeurs, on s'est rapproché un peu du mixte, qu'on appelle, c'est-à-dire des parties de cailloux pour rejoindre de la glace, ce qu'on fait aujourd'hui en extérieur aussi, d'ailleurs. Quand on grimpe comme ça sur une cascade naturelle, Luna, on assure sa sécurité comment? On n'est pas sur une voie d'escalade avec des spits fixés, là, on est sur de l'éphémère? Ouais, on met ce qu'on appelle des broches à glace. Donc c'est comme des gros vis, on va venir les visser dans la glace. Maintenant, avec la technologie, c'est quand même relativement rapide et sécuritaire. Donc ça, c'est vraiment cool. Et voilà, ça reste une discipline qui est quand même très, très dangereuse, très engagée avec glace naturelle. On est sur un élément qui peut bouger très vite de jour en jour, d'heure en heure, avec la météo, les températures. Donc ouais, c'est quand même une pratique très, très engagée. Bon, puis c'est une activité qui est clairement menacée par le réchauffement climatique aussi. Ouais. Là, on peut voir les dernières semaines compliquées pour un mois de janvier, en escalade sur glace. Comment vous êtes spécialisés tous les deux, Tristan, dans cette activité? Nous, on vient de l'escalade de base. Et du coup, au fur et à mesure des rencontres, et surtout, beaucoup, ça a été les images, en fait, je pense, les films qu'on allait voir dans les festivals, tout ça. Ça nous a pas mal attiré vers ce côté-là où il y avait un côté un peu plus aventureux, je pense. Et du coup, de fil en aiguille, on en est arrivé à la cascade de glace aussi. Vous êtes aussi deux enfants de la montagne, j'ai envie de dire. Luna, je crois que vous avez grandi tous les deux dans un environnement un peu particulier. J'ai retrouvé une image de la yourte qui vous a accueilli pendant de nombreuses années. J'espère que c'est la bonne. Ouais, c'est bien celle-là, ouais. Elle a été relocalisée là, mais c'est celle-là. Ouais. C'est celle-là. À l'époque, quand vous étiez jeune, elle était en montagne. Ouais, elle était en altitude, ouais. On était à plus de 2000 mètres d'altitude, ouais. Et du coup, ça faisait des hivers un peu rigoureux, mais bien marrant quand t'es gamin. Et un style de vie qui est un peu peut-être différent de la norme, on va dire. Mais ouais, nous, c'est sûr que ça a forgé un peu nos caractères et nos envies, je pense. Oui, parce que je crois que c'est votre maman qui vous avait emmené dans cette yourte à 2000 mètres d'altitude. C'est dans quel massif Dans la vallée du Bail. Ouais, au-dessus de Barcelonnette. Ouais. Dans les Alpes du Sud. Et vous faisiez tout en autarcie, l'école, les loisirs. Ouais, il y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Tout était fait sur place. Les loisirs, c'était un peu le seul truc qui nous faisait, on va dire, descendre de là-haut. Ouais, voilà. on allait skier, on allait faire du basket l'été, des trucs comme ça, un peu de grimpe. On commençait un peu la grimpe à ce moment-là aussi. Ouais. Alors Tristan nous a expliqué que l'escalade sur glace en compétition se fait aujourd'hui sur des structures artificielles et plus sur les cascades de glace qu'on vient de voir. Et votre camp de base, Luna, c'est pas très loin d'ici, en Vanoise, à Champagny en Vanoise, qui est un tout petit village au fond d'une vallée. Ouais, c'est notre camp de base depuis maintenant quelques années, depuis 8 ans, je pense, 8-9 ans, ouais. Où on vient profiter de la tour de glace de Champagny, qui est une structure vraiment unique au monde. Qui permet d'accueillir des compétitions une partie de l'année, aussi d'initier une certaine population à l'escalade sur glace, même les enfants et tout. C'est une structure qui est ultra aseptisée, qui présente quasiment aucun risque, et donc c'est vraiment un élément clé pour apprendre la glace. Et aussi, nous, ça nous permet de nous entraîner même en été, parce qu'on peut grimper sur les parties sèches. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important. Avec les crampons et les piolets. Voilà, avec les crampons et les piolets, mais sur les parties en bois. Quand même, ouais. De toute façon, c'est ce que vous disiez, Tristan, en compète, la glace, elle est juste là pratiquement pour le décor. Elle est là pour le décor, et sur les structures comme notamment à Champagny, il y a des vrais passages qui sont utilisés, et à ce moment-là, on va utiliser pour fatiguer le grimpeur un peu en fond, c'est-à-dire que ces parties-là vont être vraiment hyper importantes, d'aller très vite, d'être hyper efficace, et du coup, on va monter en cardio. Et ça va permettre d'aller faire une faute au grimpeur derrière, dans les ouvertures, dans la suite. Là, par exemple, on voit, il y a un transfert qui va s'effectuer dans la glace vers la droite. Voilà. Et là, en fait, cette petite pastille-là, il va falloir vraiment courir pour gagner du temps. Et ensuite, là, on peut vite, derrière, faire des erreurs quand on va retomber dans le vraiment dur de la section, quoi. Voilà. On a tous reconnu Luna lors des championnats d'Europe, je crois que c'était ça. C'est ça, ouais. Où on fait d'ailleurs aussi 1 et 3. C'était la 2021. Première fois qu'on finalement, partageait un podium. Ouais. Ah là, la cri de délivrance. C'est quelle durée en général une voie d'escalade en compétition? Là, il y a un timing. On se tourne vers les 6 minutes 30, 7 minutes
pour des voies de finale. On essaye les ouvreurs et tout ça essayent de descendre un peu le temps de grimpe pour que ce soit plus facile à regarder, plus court. Un peu comme en escalade. Et puis l'autre point commun avec les compétitions d'escalade, Tristan, c'est que il faut repérer la voie d'en bas. On n'a pas le droit de faire des essais avant de se lancer. Ouais, complètement. En fait, on a un temps qui est équivalent au temps de grimpe de repérage, en fait, où on a le droit d'utiliser seulement des jumelles et où en fait, voilà, on va aller essayer de déchiffrer au mieux les prises, se rendre compte des mouvements, essayer de repérer un peu les pièges qu'il va y avoir. Et ça va vraiment après être une chorégraphie qu'on va apprendre. Je pense un peu comme on en parlera après en freeride. Il y a vraiment ce truc-là où on va vraiment décider de ce qui va se passer longtemps à l'avance en fait. On va vraiment, nous à deux par exemple, on a un gros avantage, c'est qu'on va vraiment pouvoir discuter de la voie. Ah, vous avez le droit d'échanger vos points de vue. Après en fait on est en isolement, mais tous les compétiteurs ensemble. Et du coup là, à ce moment-là, on a vraiment le temps et la possibilité nous d'avoir une conversation sur la voie, sur quelles vont être les méthodes à mettre en place, les prises. On va essayer de déjouer les pièges qu'ont mis les ouvreurs. Vous n'avez pas forcément la même analyse à chaque fois Souvent, ça arrive qu'il y ait des différences. Ouais, on va avoir des visions différentes des fois. Ouais. Et dans ce cas-là, on discute et soit chacun garde la sienne, soit du coup on adopte une seule méthode. Ça veut dire que vous avez 7 à 8 minutes de jumelles autorisées Ouais. et après fini. Et après, fini tout le monde. En fait, on Et est. photo, vous avez le droit? Pas le droit à la photo. Il y a des gens qui utilisent des croquis, nous on fait pas ça. C'est juste, voilà. Ouais. Vraiment, Juste, c'est la même repérage. comme vous en fait, on se pose, on a les jumelles, on a 6 minutes, donc là il y a un peu l'euphorie du truc là où tout le monde court dans tous les sens. Et en fait il va falloir, et en fait c'est assez impressionnant parce qu'on va aller grimper sur des prises qui vont faire quelques millimètres, des fois pas plus d'1 millimètre de préhension quoi. Et en fait d'en bas c'est extrêmement dur des fois de savoir est-ce qu'elle va se prendre un peu comme ça ou plus de dessous. Des fois c'est un vrai casse-tête. C'est tout à l'expérience et se dire cette prise elle est par exemple j'en sais rien, d'en bas je dirais qu'elle est peut-être à 1,50 m de l'autre ou à 1 mètre de l'autre, ça veut dire que cette prise est forcément dans ce sens-là pour que ce soit possible d'y aller. Et voilà, c'est un peu une sorte de puzzle à remettre en place et à se dire ok, ça c'est là, ça c'est là. Les jumelles, on les utilise aussi en freeride pour repérer la face. Ouais, par contre, on n'est pas limité dans le temps. Donc nous, en général, le repérage, il est entre 2 et 3 heures à la jumelle. Et la grosse particularité, contrairement à eux, c'est qu'on peut prendre des photos HD et que moi, ça m'est arrivé de repérer plus de 10 heures entre la jumelle et la photo le soir sur l'ordinateur avec des zooms vraiment importants pour aller voir où sont cachés les sharks ou voilà, les différentes sortes de neige qu'on peut trouver dans la face. Il y a vraiment une étude qui est faite, mais avec énormément de temps et qui est pas. J'avais jamais entendu ça. Ça doit être quelque chose quand même. Après, il y a plus d'engagement aussi dans un sens. La moindre erreur peut te coûter vachement plus cher à toi qu'à nous, quoi. Tu vois, nous, on tombe, on est dans la corde. Toi, tu as un engagement peut-être encore plus important avec ta vie, tu vois, dans les compétitions, je pense. Peut-être, mais ça n'empêche pas que certaines fois, j'arrive devant une face et j'ai des lignes qui viennent de manière évidente et qui me sautent aux yeux et je dis putain, c'est là que je veux passer. Et il y a des fois, au bout d'1 heure et demie, j'ai toujours rien. Ouais. Et vous, si ça fait ça, c'est pas bon. Si au bout de 5 minutes, il n'y a toujours rien qui vient, j'imagine que tu peux aller à l'impro après. En fait, généralement, on a des c'est-à-dire qu'on a des options. En fait, on a une option A, une option B, une option C. Et en fait, généralement, on en parle ensemble d'ailleurs de ces options-là. Et elles vont un peu se mettre en marche, c'est-à-dire on va tenter un mouvement, puis là d'un coup on va se rendre compte qu'en fait cette option-là ça marche pas, et en quelques microsecondes il y a un réajustement et on passe à l'option B, parce qu'on s'est dit en fait cette prise-là elle a plusieurs possibilités par exemple. Tu vois, et est-ce que ça peut être pénalisé par des juges ou autres, ou c'est que le temps vous? Nous il n'y a pas de note de style, c'est vraiment arriver le plus haut possible, le plus vite possible. D'accord. Ouais. Et une autre particularité de l'escalade sur glace par rapport au freeride qui se fait sur des faces naturelles, c'est qu'on peut parfois avoir des compètes de très haut niveau, comme les championnats du monde, dans des lieux assez inattendus. Ouais. C'était le cas, je crois, en Suisse, dans un parking, on peut l'appeler comme ça. Complètement. Un parking silo. Ça fait un espèce de colimaçon autour, là, et c'est assez impressionnant l'ambiance, parce que du coup, en fait, on a des spectateurs à tous les étages de la voie. Et ouais, t'as 2000, 3000 personnes qui hurlent à 1 mètre de toi, quoi, tout le long, en fait. Et c'est assez fou, quoi. Ça rend le truc vachement impressionnant. Il y a une ambiance vraiment incroyable dans ce lieu. Vraiment une énergie, une grosse énergie. Ouais, c'est vraiment spécial. Mais pour le coup, une fois que c'est plein de gens et que c'est la compète, on se rend même plus compte que c'est un parking où on est au milieu de ça se fait, quoi. On est dans sa voie. Ouais, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment incroyable. Allez, ça se passe quand même en montagne, dans la station de Sassefay, mais
dans un parking souterrain, enfin en tout cas un lieu Complet. très, très insolite, mais finalement adapté au public. On le voit là avec Tristan qui vient de terminer sa voix. Bah, oui, il y a du monde à tous les étages. Ah, c'est impressionnant. Pour le coup, je pense que c'est un truc qui pourrait être développé même dans l'escalade, c'est parce que le spectateur est vraiment au plus proche de l'action. Il entend les bruits des piolets, il entend, enfin, il y a vraiment tout là. La respiration, il l'a même de la tête, quoi. Je trouve ça assez impressionnant d'être si proche. Et c'est vrai que c'est un des trucs où des fois, tu te dis heureusement que maintenant il y a la technologie pour que dans le freeride, par exemple, on puisse voir un peu de plus près avec les drones et tout, parce que c'est vrai que sinon de loin, en fait, on est vachement loin de ce qui peut se passer. Ah oui, le public, oui. En Ouais, freeride, c'est assez. Des fois, moi, ça m'impressionne la différence entre ce qu'on voit de la face et d'un coup, dans les caméras embarquées, la violence des impacts et tout, c'est assez impressionnant. alors vous avez terminé 3e, c'était votre run des championnats du monde qu'on vient de voir. Luna a fait un petit peu mieux, puisqu'il remporte la compète, parce que je crois qu'il a un petit truc en plus que vous, Tristan, c'est sa façon de s'échauffer. Il ne ménage pas le corps. Hein. Parce qu'en fait, il y a un problème avec l'escalade sur glace, c'est qu'on des fois il fait très froid. Ah ouais, c'est le problème Et de on la a des glace. gants ultra fins, c'est vraiment très très fin. Même les chevilles. Hein. Et en fait, du coup, de mouliner les bras là, ça fait venir le sang avant de grimper et ça permet de pas perdre, de pas perdre la sensibilité, on va dire, au bout des doigts et avoir ce qu'on appelle un onglet pendant qu'on grimpe. Donc là, c'est ma routine et ça me met aussi un peu dans mon état d'esprit de warrior. On vous voit là dans cette voie. Alors, il y a des positions très acrobatiques. On voit qu'il faut aussi s'utiliser les mains et la bouche même, finalement. Tout est autorisé, ouais. Ouais, tout sert en escalade sur glace. La bouche, je pensais pas, mais finalement, Ouais, et c'est bien on utile. ne dirait pas, mais c'est plus physique qu'on croit. Hein. Les débuts de saison, quand on reprend à grimper sur les piolets, ça arrive qu'on ait 2-3 journées, là, quand on rentre de l'entraînement, d'avoir des grosses courbatures au maxillaire et d'avoir un peu de la difficulté à mâcher. Du coup, on mange de la soupe. Il y a une technique aussi un peu spécifique qu'on ne voit pas dans l'escalade classique, c'est le fait de mettre la jambe au-dessus ou en dessous du piolet, suivant les positions. On l'a vu un peu en escalade dans les années 2000, ça a été fait un peu. Après, c'est vrai que c'est quand même bien passé de mode. Parce qu'en escalade, c'est vrai que c'est moins utile. En escalade sur glace, on utilise beaucoup ce qui s'appelle le yaniro. Et ouais, ça consiste à mettre le genou plus sur le poignet ou l'avant-bras que sur le coude. Ce qu'on voit là. Ouais. Voilà ce qu'on voit exactement là. Et ça permet en fait de créer un pied. Du coup, on n'est pas pendu dans le vide en fait. On a vraiment la jambe sur le bras. Et c'est dans un sens dur de tenir le piolet, dans un sens ça nous aide beaucoup, voire c'est la seule manière de passer possible. On a du mal à imaginer comment on tient sur des micro-prises d'1 millimètre en mettant la jambe au-dessus du poignet. C'est souplesse pour cette discipline. Ouais, c'est vraiment complet. Hein. C'est vraiment hyper complet parce que si t'as pas la souplesse, des fois, tu pourras même pas ressortir d'une position dans laquelle tu t'es mise. Ouais. Donc il y a vraiment un gros mélange de toutes ces disciplines. Enfin tu vas aller chercher de la souplesse, de la puissance, de l'explosivité. Il y a vraiment tout qui rentre en jeu. Ouais. Alors, on a compris que vous étiez très proches depuis l'époque de la yourte, mais est-ce qu'il y a quand même une petite rivalité entre vous quand vous êtes en compétition? Il y en a qu'une de première place sur le haut du podium? Non, je dirais la seule rivalité qu'il y a entre nous, c'est à l'entraînement plutôt. Ouais. Parce que c'est ce qui nous permet vraiment de nous booster chaque jour et de créer une sorte de compétition qui est assez positive. Alors, quand on arrive en compétition, pour le coup, on est vraiment comme une équipe et la médaille, elle ira à l'équipe. Donc, Peu importe celui qui gagne. Voilà, peu importe celui qui gagne. C'est vraiment, on essaye de se pousser tous les deux au max, tout en restant quand même chacun dans sa propre compétition. Sinon, c'est très dur d'aller chercher une médaille. Mais... Bon, on vous voit là, c'est Tristan qui félicite Luna de lui avoir piqué la première place, parce qu'avant Tristan était deuxième, en tout cas avant le dernier passage de Luna, mais ça n'a pas l'air de vous chagriner plus que ça. Non, là c'était quand même l'explosion. Hein. Le fait d'être tous les deux sur le podium, surtout, en fait, c'était l'année où du coup, il y avait un peu les restes du Covid qui traînaient dans les circuits internationaux là, et où du coup, c'était quand même vraiment compliqué. On n'avait eu qu'une seule, du coup, il y avait une seule compète cette année-là quasiment, et ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu les championnats du monde parce que du coup, Covid au milieu. Donc nous, ça a commencé à prendre un peu l'air d'un JO dans un sens, en termes d'ampleur. Et où vraiment ça a été une compétition hyper, on va dire, dure et tendue pour beaucoup d'athlètes. Et nous, c'est vrai qu'en plus, on arrivait vraiment favoris. Et du coup, grosse pression. Et donc là, c'était assez incroyable, cette fin d'histoire. Avec 2 frères ensemble sur un podium de championnat du monde, je ne sais pas si ça existe dans beaucoup de disciplines, mais en tout cas, on a la chance de vous avoir ici dans les Alpes. Il y a une autre discipline de l'escalade sur glace, c'est la vitesse, où là, le principe est d'aller le plus vite possible en haut de la voie, qui est sûrement beaucoup moins technique et qui est en glace. C'est moins votre truc, ça, ou vous le pratiquez aussi?
On a fait un peu, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est vraiment spécialisé dans la difficulté. Moi j'ai eu 2-3 bons résultats quand je m'entraînais un peu là-dedans, mais c'est vrai que c'est Des pas finales, notre, ouais. Enfin, j'ai fait des finales, des 6e places, des choses comme ça, mais j'ai jamais été trop loin dans la discipline. Ouais. Après, c'est spectaculaire à regarder, ça dure quelques secondes, c'est vraiment un sprint là pour le coup, avec donc ce type de piolets qui sont quand même, j'imagine, très spécifiques à votre activité. Hein. On ne prend pas ça pour aller en montagne aujourd'hui. Non, on a d'autres piolets quand on va en montagne. Rassurez, je ne suis plus à la page. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. On a une poignée qui est basse qui est vachement plus longue, qui va nous permettre de changer de main. Ouais. Et puis vraiment un angle qui est vachement trop agressif pour pouvoir planter en fait. Dans la glace. Il est assez lourd, donc j'imagine que dans la bouche, ça fait un effet quand même. Je vais pas tenter le Et coup, pourtant, il est tout en carbone, il est juste recouvert d'un adhésif, on va dire, mais il est au plus léger. Tout à l'heure, quand je l'ai pris, je l'ai regardé et je me suis demandé ce qu'étaient ces petites marques. Il y a des petits points de partout au niveau de ta main droite et en fait, c'est les dents. Je viens de comprendre. Ouais. Ah oui, et en fait, c'est quand même. Je sais pas si on les voit à la caméra, mais voilà, effectivement, il y a là, il est tout neuf. L'empreinte des dents. Il est tout neuf pour la compète là, mais ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment les empreintes et c'est surtout, c'est pas si évident de respirer avec ça en fait dans la bouche. Bah ouais, j'imagine. Il y a un vrai apprentissage de en finale, on passe quand même beaucoup de temps avec au moins un piolet dans la bouche, quoi. On peut mettre les deux parfois ? Non, c'est rare. Bon. C'est rare. Mais ouais, c'est pas si évident. Ça fait quand même une vraie gymnastique, ouais. Bon, alors vous l'avez dit, vous venez de l'escalade traditionnelle. Vous êtes d'ailleurs tous les deux des grimpeurs de très haut niveau. Vous avez réalisé un petit doublé, cet exploit finalement cet été. Vous êtes finalement liés par plein de choses et le même jour, vous avez tous les deux réalisé 2 performances assez incroyables. C'était dans le Vercors, hein, sur les falaises de Presles, Luna 9A et Tristan 8C. Hein. Ouais. C'est ça. Ce qui était nos meilleures performances respectives. Donc pour nous, on l'a vécu un peu comme un double podium, quelque part. Ouais, du 9A, c'est le plus haut niveau qui puisse exister aujourd'hui en escalade. On vous voit là dans ce toit un peu déversant, légèrement. Légèrement, ouais, plus de 45 degrés. Légèrement. C'est un 9A qui s'appelle 109, qui est assez court. Une trentaine de mouvements, durs du premier au dernier. Et là, c'est les derniers mouvements, justement. On travaille ça pendant un certain temps quand même avant de plus d'un an, ouais. Plus d'un an, ouais. Plus d'un an, ouais. À revenir dans la voie, répéter les mouvements. Ça doit faire peut-être une centaine d'essais, entre 60 et 100 essais. Et en parallèle, Tristan était sur une voie pratiquement aussi dure, 8C, et vous l'avez réussi en même temps, le même jour. C'était concerté ou Non, pas du tout. En fait, marrant, on appelle un des grands copains avec qui on travaille pour faire les images, notamment d'où les photos, qui sont le jour de l'enchaînement, et c'est quand même assez rare. Et où en fait on lui dit ouais écoute viens aujourd'hui avec nous et tout, ça sent bon, il y a un truc, on le sent, machin, viens avec nous. Et en fait c'était la seule fois où il est venu faire des images de nous. Et en fait il était là le jour de l'enchaînement. Et quand tu imagines sur 60 ou 100 fois où on y allait, quoi, ça fait c'est quand même assez impressionnant. Et c'était une journée de fou. Moi j'enchaîne ma voie, il y avait l'orage qui commençait à arriver, ça grondait et tout. Et en fait, je pense que ça a dû te motiver. Il y a eu un truc. Et en fait, là, il a enchaîné le run d'après, quoi. Il y a une bonne étoile au-dessus des frères Latour. Et puis Damien Largeron, qui est le photographe, hein, qui a fait ces photos au bon moment et qui vous suit depuis plusieurs années sur pas mal de vos aventures. Alors, Presles, c'est pas très loin du Vercors. Ludo, ça t'inspire ce toit déversant ? Ouais, ça m'inspire bien. J'ai une maison de campagne perdue dans la forêt, juste au-dessus des falaises. Okay. À Rancurel je vois bien. Et c'est mon coin. C'est cool. Hein. C'est des petits coins de paradis. Est-ce que vous vivez aujourd'hui de votre sport ? Parce que ça reste une discipline un peu confidentielle quand même, l'escalade sur glace. Ouais, nous aujourd'hui on est 100% là-dedans. Et c'est ce qui nous permet du coup d'être et à la fois sur la partie hiver et à la fois la partie été. Sans quoi on devrait faire un peu des choix. Aujourd'hui, on travaille beaucoup pour en être là, mais c'est une occasion de ouf de pouvoir justement ne pas avoir à choisir, de pouvoir faire l'été et l'hiver et partir en expédition et s'en sortir avec tout ça, c'est un rêve. Combien on gagne, Luna, quand on est champion du monde ? C'est quoi la prime de victoire d'une compète comme celle-là ? Je pense qu'on va pas le dire, c'est pas beaucoup. Hein. Justement, pour qu'on puisse voir que ces sports sont pas si... Je sais pas, une médaille en Coupe du Monde, c'est aux alentours des... C'est aux alentours des 2005. Ouais, 2000, ouais. 2000, médaille d'or, c'est 2000, ouais. Heureusement qu'il y a vraiment des sponsors et des marques qui suivent, parce que... rien que les primes suffiraient pas. C'est ce qui va payer ton voyage, mais... Des partenariats à long terme...
Bon, et C'était 4000 pour le championnat du Ce que- monde de trail, par ce exemple. que j'allais dire, C'est ouais. pas des primes qui sont beaucoup Non, c'est élevées, pas ouais. très élevé. Nous, c'était la première année qu'il y avait des primes données par la Fédération internationale sur le championnat du monde. 4000 pour la victoire en Coupe du Monde de freeride, Grosso modo, pareil. c'est le même ordre de Ouais, on prix. est à aux alentours de 5 000 $, donc ça. Ouais. Donc on ne grosso peut pas modo, miser la même là-dessus parce qu'il faudra en gagner pratiquement tous les mois des championnats du monde pour Voilà. Ouais, ça pouvoir. représente pas beaucoup par rapport à l'investissement que ça demande, ouais. Ça, c'est sûr. Bon, donc c'est pas l'argent qui a motivé Nicolas pour participer à ces championnats du monde, c'était l'envie de rajouter une ligne à votre palmarès, Nicolas. Oui, dans notre sport, il y a vraiment un peu cette cohabitation entre l'équipe nationale et puis les circuits privés. J'ai toujours eu, moi, dans ma carrière, l'envie de représenter mon pays parce que quand j'étais gamin, c'est vraiment ce qui me faisait rêver de porter le maillot bleu. Et voilà, je fais du football en premier. J'ai été très loin d'avoir le niveau de... Le football, si vous aviez été champion du monde, ça n'aurait pas été. C'est ça. Mais j'avais pas du tout le talent pour être footballeur professionnel. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais ce choix-là. J'ai eu une saison assez compliquée parce que j'étais blessé au mois de juin, juillet. Donc c'était un peu le cœur de la saison. Et comme souvent on observe en fin de saison, il y avait un peu la fraîcheur qui permet des fois de faire une bonne course quand les autres sont un petit peu fatigués du reste de la saison, quoi. Bon, c'est en plus un championnat du monde qui s'était fait attendre, là aussi à cause du Covid. Je crois que vous étiez qualifié en Isère au Trail des Passerelles en juillet 2021 et l'épreuve a pris pratiquement un an de retard en Thaïlande. Ouais, tout à fait. Initialement, donc avec l'histoire du Covid, un peu comme dans leur cas, le dernier championnat du monde datait de 2019. Donc il y a eu une annulation, d'abord un report en février 2022, puis un report en novembre 2022. Surtout, nous, il a fallu se requalifier. Donc on avait perdu le bénéfice de la qualification que j'avais gagné chez moi, vraiment sur les terrains où je m'entraîne tous les jours. Donc j'ai dû regagner le droit d'aller représenter l'équipe de France en revenant de blessure à la fin du mois d'août du côté de Chamonix. Donc j'avais un peu précipité mon retour pour essayer d'être au départ des championnats du monde. Et donc du coup ça a été quand même une vraie satisfaction. 6 ans après ma première médaille d'argent au championnat du monde, c'est aussi dans un sport de haut niveau, on est tous autour de la table, on sait ce que c'est. 6 ans à haut niveau, c'est pas si simple. Et donc, du coup, ça a rajouté un peu au niveau émotionnel parce que je m'y attendais pas forcément à regagner une médaille mondiale en individuel. Alors, c'est une destination un peu exotique d'aller courir en Thaïlande. Je ne sais pas si vous aviez déjà été dans ce pays. En Thaïlande, non. J'avais couru une fois à Hong Kong, donc sur des climats qui ressemblent un petit peu. C'est vrai que l'Asie, c'est assez particulier pour les sports d'endurance, parce qu'il y a quand même souvent un climat assez humide et chaud qu'on n'a pas trop en Europe, et on n'a carrément pas la chaleur au mois de novembre ni l'humidité en Europe, donc ça a rajouté un petit stress. On a eu la chance d'aller une dizaine de jours avant pour s'acclimater. La fédération a fait l'effort de nous permettre d'aller plus en avance que d'habitude sur le championnat pour récupérer du décalage horaire et courir sur le parcours, faire des sorties un petit peu longues pour s'acclimater. Donc voilà, j'étais beaucoup de stress au niveau physiologique quand on est arrivé sur la première sortie. Et puis à l'approche de la compète, je me sentais un peu mieux et j'avais plus trop d'inquiétude par rapport à ça pour le jour du championnat. Il y avait une grosse délégation française. On vous voit justement lors de ces entraînements dans les rues de la ville thaïlandaise qui accueillait la compétition. Ouais, c'était le premier championnat du monde en fait où l'ensemble des disciplines un peu de on va dire course nature entre guillemets, donc ça rassemble le trail. Donc le trail avait 2 formats, le format court entre guillemets de 40 km et le format long que j'ai fait de 80 km, plus la course en montagne qui est une discipline plus athlétique avec des parcours, il y a deux formats aussi, donc juste une montée sèche, donc on partait c'était à peu près 1000 mètres en 8 km sur la montée sèche, et puis après un parcours en montée-descente de 11 km et 400 mètres de dénive, et donc il y avait des équipes de France engagées sur toutes ces disciplines. Du coup, on était 38 ou 39 athlètes, si je dis pas de bêtises, plus le staff, on est parti à 49, donc ouais, c'était une grosse délégation. Donc voilà, ça faisait, on a passé une belle aventure, 10-11 jours un peu dépaysants. Il y a eu une petite partie tourisme qu'on a vu sur les images, et puis après... Et puis la cérémonie, parce que c'est un championnat du monde, on défile comme au JO.
Voilà, tout à fait. Une cérémonie qui était bien, pas trop longue, parce que des fois, quand tu es avant ton championnat, tu as plus envie d'être un peu à te reposer dans ton lit, mais c'est des bons moments. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques championnats du monde, donc il y a aussi un peu plus de détente et un peu moins de stress avant les compétitions. Donc c'est vraiment sympa et on a vécu un très beau championnat en Thaïlande avec un parcours qui était très très sympa pour le trail. On voit les images, notamment du départ. C'était quoi l'objectif pour vous à ce moment-là? Vous envisagiez le podium ou c'était quand même en dehors de comme vous aviez été blessé pendant plusieurs mois? Eh ben, en fait, j'ai eu partagé beaucoup de la préparation avec un autre des athlètes français qui est sur les images, qui est Thibaut Garivier. Thibaut, c'est un des meilleurs Français qui a gagné la CCC lors de l'UTMB. Et on avait vraiment fait une bonne préparation. Moi, je commençais à avoir vraiment des bonnes sensations. Il n'y avait pas une densité monstrueuse, il y a eu quelques forfaits. Donc moi, le matin de la course, il y avait vraiment l'envie de refaire un podium. C'était quelque chose qui était envisageable. Dans nos sports, il n'y a pas non plus beaucoup d'aléas. C'est quand même le niveau physique qui fait. Moi, je commence à avoir de l'expérience. Donc si je suis en forme, normalement, j'arrive à reproduire ça sur le terrain. Et du coup, moi, mon rêve, c'était de partager une grande partie de la course avec Thibaut et de monter tous les deux sur le podium en individuel. Après, il a eu un petit souci. Thibaut était un peu malade la veille de la course, donc ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Donc, j'ai passé une course assez particulière parce que l'Américain Adam Peterman, qui a été champion du monde, était vraiment au-dessus du lot. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul au kilomètre 38. Donc, du kilomètre 38 au kilomètre 80 jusqu'à la ligne d'arrivée, j'étais quasiment tout le temps tout seul. Donc, ça a été une course assez particulière. Avec beaucoup quand même d'émotions à l'arrivée et des conditions sur la fin qui étaient quand même compliquées parce qu'il faisait une trentaine de degrés avec 60-70% d'humidité. Donc, je sais pas si on va voir les images quand j'arrive, mais on est content que ça s'arrête, quoi. Avec 80 km, pratiquement 5000 mètres de dénivelé, c'est grosso modo 8 heures d'effort dans un terrain qu'on le voit qui est pas facile. Vous avez l'air encore assez frais là sur cette on cette était au petite kilomètre vidéo embarquée. 49, si je dis pas de bêtises. Et on était passé dans une première partie où on était pas mal en forêt, assez en altitude. Le point culminant était à 1006, mais du coup, la température était quand même très acceptable. Et ça a plutôt été la partie suivante, entre le 50 et l'arrivée, où on est redescendu dans la vallée, puis remonté 1000 mètres de D+, où là, c'était quand même un peu plus chaud et un peu plus difficile comme condition. Et puis, bon, il y a de la fatigue, c'est 7h30 d'effort à peu près pour moi. Donc, c'est quand même vraiment des efforts où on est poussé à l'extrême limite au niveau physique, quoi. Et on le voit là sur l'arrivée. Alors à la fois, vous êtes, j'imagine, très heureux de franchir cette ligne en deuxième position, mais vous êtes cramé, hein. Ouais, et puis il y a vraiment un côté un peu adrénaline qui fait que dès que quand même on passe la ligne, il y a vraiment un relâchement un petit peu psychologique qui fait que souvent il y a vraiment une fatigue qui monte un petit peu d'un coup dès qu'on s'arrête, quoi. On n'a pas vu Adam Peterman, je pense que lui était moins marqué, mais moi j'étais quand même vraiment au taquet, donc c'était difficile sur la fin, quoi. Adam Peterman, c'est l'Américain qui remporte lui le titre il y a 5-6 minutes, je crois, ou 7 minutes. Ouais, il y a d'écart. maintenant en plus, je crois que c'était 13, il y a vraiment eu un écart. Bon, Adam, c'est vraiment plutôt un jeune athlète, mais c'est sûrement l'un des grands athlètes en devenir de la discipline parce que voilà, c'est des sports où nous, ça émerge des fois de manière à 25-26 ans. Il n'y a pas quelque chose de très structuré, mais voilà, souvent les Américains émergent un peu plus tard que les athlètes européens parce qu'ils passent souvent par les universités américaines où ils n'ont pas le droit souvent d'être sponsorisés en dehors de leur université. Donc souvent, on voit arriver des athlètes qui arrêtent un peu l'athlète classique, qui se mettent au trail et qui débarquent entre 23 et 26-27 ans. Donc d'un coup, des coureurs de niveau international arrivent dans la discipline sans qu'on les connaisse trop en amont. Alors, on va le voir là, sur ce podium, l'Américain. Un petit peu plus grand que vous. Un peu plus grand que moi et Andreas. Vous êtes sur la même marche, hein, là. C'est normalement. ça. Et ça n'a d'ailleurs pas été votre seul podium de ce championnat du monde thaïlandais, puisqu'avec l'équipe de France, vous êtes remonté aussi sur la deuxième marche. Sur la deuxième marche, ça a été peut-être un peu plus l'échec, ça, parce qu'on avait vraiment une belle équipe et on avait vraiment, c'était la première motivation à la base de remporter le titre par équipe. Et voilà, Thibaut, ça a été un peu la petite maladie de Thibaut, qui malgré tout a fait 6e, hein, mais qui nous a coûté cette médaille. Et puis l'écart, nous, c'est au cumul des temps, contrairement à d'autres disciplines où des fois c'est à la place. Là, c'est le cumul des temps en trail.
Et du coup, c'est vraiment la grosse performance du champion du monde qui a fait basculer la médaille d'or du côté des Américains. Bon, on a l'or là, on a l'argent là, on a le bronze ici, donc on a un podium complet sur cette émission. C'est très bien finalement que vous ayez fait deuxième, Nico. C'est un peu mon leitmotiv, la deuxième place de ma carrière. Alors, on ne retrouve pas sur un championnat du monde les grands noms du trail comme Kylian Jornet ou François Den. Pourquoi c'est le genre d'épreuve qu'ils n'ont pas envie de participer? Il n'y a pas assez d'argent à la gagne? Pour un coureur comme François, c'est plus une question de format. Puisque lui, il fait plus de l'ultra. 80 km, c'est pas assez long. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, les gens qui nous suivent, s'ils courent pas trop, doivent se dire 80, c'est pas assez long. Non, c'est vraiment une autre discipline, l'ultra. Pour Kylian, je crois que c'est plus des histoires un peu avec ça. Il est catalan de base déjà, donc il y a aussi les histoires de sponsors, mais aussi la Catalogne et l'Espagne, c'est pas toujours il faudrait qu'il y ait une délégation Catalogne. Ouais, je pense que ça a été peut-être un petit peu ça. Après, aujourd'hui, il y a des problématiques pas mal aussi au niveau des déplacements dans notre discipline. Kylian a fait le choix de limiter ses déplacements et donc il voyait pas, je pense, le championnat du monde de trail comme l'événement majeur justifiant un nouveau voyage jusqu'en Thaïlande. Donc voilà, après Adam Peterman est le vainqueur de la Western States, qui est une des plus grandes courses américaines. Et surtout, comme je dis, il y a, pour ceux qui connaissent un petit peu la discipline, la course phare, c'est l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est le Tour du Mont Blanc. Jamais un Américain, un homme n'a gagné. Et c'est possible qu'Adam devienne le premier, à mon avis. Donc voilà, aujourd'hui, c'est peut-être pas un très grand nom de la discipline pour les gens qui connaissent pas, mais dans 5-6 ans, ce sera plus la même histoire, je pense. On voit des images justement de l'Ultra Trail du Mont Blanc de cette année, remporté par Kylian Jornet. Il y avait un Américain qui était dans la course, mais qui a lâché sur la fin. Ça vous tente de monter sur ce type de format, Nico ? Je pense que je ferai un jour l'Ultra Trail du Mont Blanc juste pour le côté symbolique de courir 170 km dans la montagne et de faire le tour. Après, c'est pas forcément les formats que j'aime le plus. Même dans ma manière de m'entraîner, c'est pas ce qui m'attire le plus. Après, ça reste l'une des plus grandes courses du monde, donc je pense que j'essaierai quand même de la faire une fois dans ma carrière. Ouais, avec une ambiance incroyable, hein, qu'on soit premier ou dernier de cette épreuve. Tout à fait. Alors, il y a 3 grandes épreuves sur l'UTMB. Ouais, vous avez couru d'autres. Moi, je cours plutôt l'OCC, qui est un format de 55 et où il y a quand même vraiment une ambiance dans les derniers kilomètres et demi qui est quand même exceptionnelle et qui a clairement rien à voir avec ce qu'il y avait par exemple au championnat du monde. Ça demande qu'on fasse 80 km ou 160 en compète, ça demande un volume d'entraînement, j'imagine, très important tout au long de l'année. Ouais, ça dépend un petit peu des athlètes, mais moi, c'est entre 750 et 800 heures d'entraînement par an. Et les tout meilleurs ceux qui font le plus de volume, surtout quand ils font de l'ultra, c'est 1000. Je crois que Kylian Jornet est monté à 1200 heures les plus grosses années. Et cette année où il fait vraiment une saison exceptionnelle, où il gagne 2 des plus grandes courses sur le format 2-4 heures, on va dire, et les 2 plus grands ultras, il a fait 900 heures, je crois, à peu près d'entraînement. Donc ça représente quand même pas mal d'heures. En kilomètres, vous le quantifiez aussi en kilomètres? Ouais, alors moi personnellement, je fais de la course à pied, aussi du vélo, mais en tout, sans trop différencier, c'est à peu près 10 500 km en 2022 avec, je dirais, 3500 à pied et puis le reste en vélo, VTT. Et puis il faut, dans ces conditions, s'entraîner, quelle que soit la météo. Là, on vous voit avec l'équipe de France lors d'un stage il y a quelques années. Je crois que dans le Cantal. Dans le Cantal, voilà. On est allé cette année et il y avait le côté humide. Ça, faut le reconnaître. Après, là, il y a même le côté neige sur ces images. Mais cette année, on avait aussi la neige sur le plomb du Cantal au mois de la semaine pas terrible du mois de septembre qu'on a eu cette année. Donc voilà, c'était pas les mêmes conditions en termes de température que la Thaïlande, mais c'est l'occasion de travailler en groupe et c'est toujours sympathique pour faire des grosses séances d'entraînement. Bon, vous qui vivez dans le Trièves, on peut avoir ce genre de conditions parfois l'hiver. Vous êtes sensible au froid Moi, je crains pas trop le froid, ça me dérange pas. Après, c'est vrai que nous, dans notre discipline, il y a cette nécessité d'être prêt à toutes les conditions parce qu'il peut y avoir des conditions réellement difficiles et les faits de les apprendre à l'entraînement, ça ne viendra pas rajouter un stress si le matin de la course, il neige ou il pleut. Après, ça fait partie de la discipline.
Je pense que comme tout le monde, on préfère quand même s'entraîner quand il fait beau que sous la pluie. Mais c'est vrai que dans le cas d'un stage comme ça, le fait d'être en groupe, ça facilite quand même si les conditions sont difficiles pour aller à l'entraînement par rapport à s'entraîner tout seul. C'est quand même une force d'être en groupe dans les conditions difficiles. Alors, on parlait tout à l'heure d'un lieu atypique pour un championnat du monde. Nico a gagné une course atypique aussi dans le monde du trail. C'est pas le lieu qui la rend atypique, c'est l'horaire à laquelle les coureurs s'élancent à minuit, pile le premier samedi du mois de décembre. Voilà, c'est la Saint-Élion. Ils sont des milliers chaque année au départ de cette épreuve qui fait partie vraiment des grandes classiques françaises du trail. Ouais, c'est la plus grande course en termes de dossard en France pour le trail. Toute course confondue, c'est 15 000 coureurs à peu près. Voilà, c'est une course très particulière. On ne vient pas pour les paysages. Les mauvaises langues diraient c'est pour ça qu'ils vous font courir de nuit. Mais non, c'est une course qui ne m'attirait pas plus que ça, mais ça reste un bon souvenir. Après, j'y suis allé qu'une seule fois et j'ai eu la chance de franchir la ligne en vainqueur. Enfin, j'avais partagé la victoire avec. On vous voit, c'était 2015, donc ouais, c'était quelques années. Ouais, voilà, il y a le visage est un peu plus marqué maintenant. Mais ouais, c'était. Je me rappelle quand même avoir eu un moment vers 2h30 du matin mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis après, quand tu te rapproches un peu de la tête, ça repart. Mais c'est une grande course française et là, on avait eu des conditions très clémente pour une Saint-Élion, c'est souvent plutôt sous la neige ou sous la pluie. Ça peut être une course assez extrême quand même. Allez voir dans la boue qui rend les choses encore plus compliquées. Et vous aviez eu la particularité de passer la ligne en duo, un peu comme les frères là devant finalement. Vous étiez avec Benoît Cory et vous avez décidé de partager la victoire. Ouais, c'est quelque chose qui a évolué, je le ferai plus maintenant, mais ouais, c'était une course en fait qui avait été assez particulière. Je suis toujours avec quelqu'un beaucoup plus grand que moi. Mais ouais, ça a été pour moi l'une des premières grandes victoires de ma carrière. Donc ça reste quand même un souvenir assez fort de ma carrière sportive. Bon, et puis vous avez aussi une casquette d'entraîneur depuis quelques années en parallèle de votre carrière de sportif. Ouais, on a un peu évoqué les problématiques qu'on a au niveau des contrats dans les petits sports comme ça, au niveau des revenus financiers. Donc, moi, j'ai un peu une double activité à la fois d'athlète et puis aussi d'entraîneur où j'accompagne des gens de tout niveau. Après, j'ai la chance aussi d'accompagner des athlètes de haut niveau. Dont Sylvain Cachard qui a été champion d'Europe de course en montagne cette année. Mais voilà, c'est vraiment transmettre ma passion avant tout qui m'a motivé et partager tout ce que j'ai reçu des personnes en travers de ma carrière. Alors, à côté de vous, vous avez un trailer également. Alors, il n'a pas fait la Saint-Élion, pas l'UTMB, mais il a participé à l'UTV, à une des épreuves de l'UTV. Hein. Ouais, le 48 km. C'est déjà pas mal. L'UTV, c'est l'Ultra Trail du Vercors. Donc c'est ça. Une épreuve de 80 km pour la version, on va dire, la plus longue. Mais 48, ça commence déjà à faire quelques heures de course. Combien en fait, le truc, c'est qu'on gagne tellement des fortunes, comme on disait dans notre sport. J'ai travaillé tout l'été, j'étais sur les chantiers, à bloc. Donc, j'ai pas pu courir, pas pu m'entraîner. Mais j'ai dit, bon, j'y vais quand même. Et puis, la moindre douleur, je mets pas en péril ma prépa pour l'hiver, j'abandonnerai. Sauf qu'au bout de 2h30, 3 heures de course, j'ai le syndrome de l'essuie-glace qui a apparu. Et je suis allé au bout. 8h30, donc 6 heures de douleur. Je suis redescendu du pic Saint-Michel en marche arrière. Les gens s'arrêtaient et me disaient, est-ce que... Ça va bien ? Non, de toute façon, maintenant... Dans la montée, ça allait. Je suis arrivé à Lens, j'allais abandonner. Et après, il fallait monter au pic Saint-Michel. J'ai dit, je vais monter, puis redescendre, j'arriverai bien à redescendre. Et voilà. Donc, première expérience. Par contre, ce matin, je suis parti courir et j'ai déjà en tête le prochain. Ah. Donc, mais avec un peu plus de prépa. Bon, vous savez déjà quelle course ce sera ? Voilà. Ouais, pareil. Pareil, on refait l'UTV, mais dans le bon sens. Pas à l'envers, mais en descendant le pic Saint-Michel. Voilà, pas un moonwalk. Là, on voit le mental du sportif de haut niveau qui n'abandonne pas une fois qu'il est parti dans quelque chose. C'est sûr que ça joue, surtout que Loïc Guillaudet est sportif de haut niveau depuis une bonne décennie maintenant. 20 ans, 2 décennies. Carrière, ouais. 20 ans, c'est vrai qu'il y avait eu la partie snowboard classique et puis le freeride depuis une dizaine d'années. J'imagine que il doit être dans les plus expérimentés du circuit mondial aujourd'hui. Ben ouais, j'ai attaqué, j'étais le plus jeune snowboarder sur le tour. Ma première qualification, c'était 2012. Et je suis le plus vieux maintenant, avec Rainer Barkred qui est en ski, mais qui revient cette année, qui est plus vieux que moi. Mais on fait partie un peu...
Moi, c'est ma 7e participation au Freeride World Tour. Raino, il est à 11 participations, je crois. Donc, on fait partie un peu des anciens. Et qu'est-ce qui vous motive à aller vous battre contre des petits jeunes de l'âge des frères là-devant dans ce genre de compète? Eh ben, moi, ce qui fait que j'arrive encore à sortir du lot, c'est mon expérience, je pense. Et on va dire que voilà, le champion du monde cette année a 19 ans, j'en ai 37. Bon, il faut aller chercher ses armes. On n'a pas les mêmes armes, mais voilà, j'arrive à sortir encore mon épingle du jeu. Ma carrière est bel et bien présente, mais le plus gros est derrière moi et j'ai vécu des choses vraiment extraordinaires, quel que soit que ce soit en positif ou en difficulté, qui auront clairement marqué ma vie et construit la personne que je suis aujourd'hui. Dans le trail, la Mecque, c'est l'ultra trail du Mont Blanc. Dans l'escalade sur glace, on l'a compris, c'est le parking de Ça se fait en silo. Et chez vous, en freeride, il y a aussi une compétition qui surpasse un peu toutes les autres. Elle a lieu à la fin de la saison en Suisse. Effectivement, ouais, l'Extrême de Verbier, qui est la compétition phare et le rêve de tout athlète. J'ai envie de dire, pour ma part, cette année, j'y suis allé pour la gagne. Le titre était quasi impossible. Mais voilà, quand je me suis lancé en haut, j'ai dit où ça passe, où ça casse. Et vraiment, le rêve était d'aller gagner Verbier. Alors c'est cette phase qu'on va voir qui impressionne quand on est en bas, qui doit être encore plus impressionnante. Tout à l'heure, on en parlait avec Tristan, quand on est dedans. On imagine d'ailleurs mal quand on voit ces images. Comment on peut être dedans avec des skis ou une planche de snowboard? C'est cette phase que vous mettez des heures à séquencer, à repérer avant de vous élancer. Oui, c'est clairement une des phases, la phase la plus engagée du circuit, la plus belle, la plus mythique. Enfin voilà, c'est le bec des Rosses. L'ambiance est très particulière. Les riders ne parlent pas beaucoup le matin de la course. C'est assez particulier. Le titre est en jeu. La vie aussi pour la plupart des riders selon les choix de ligne. Donc une pression très forte sur ce genre d'événement. Ouais. On a peur quand on est au départ d'une épreuve comme ça. Dans quel état d'esprit on vous voit là juste avant de vous élancer? C'était l'hiver dernier. Quand vous pensez, dans quel état d'esprit vous êtes là? La peur, elle fait partie de notre sport. On compose avec. Maintenant, il faut qu'elle reste... en fait, tout est tellement calculé, maîtrisé, qu'il n'y a pas vraiment de place à la peur négative. En revanche, cette peur qui est omniprésente, qui est toujours un petit peu quelque part avec nous, elle fait que on arrive à rester en vie dans ce genre de phase, quoi. On vous retrouve d'ailleurs dans cette phase sur ce run de Verbier. Vous savez à peu près où vous allez passer, exactement où vous allez passer, ou comme en escalade, il y a un peu d'improvisation à ce moment-là? À 50 cm près, je sais où je pose ma planche. Tout au long comme disaient les deux frangins, c'est du par cœur. Et voilà, là, jusque-là, ça allait. Et je viens chercher une barre un peu plus grosse que les autres. On voit que je prends à gauche. Et avec le slough, bam, je tape les fesses. Bon, moi, je sais que la course est perdue. Mais bon, après, là, ici, j'avais prévu de faire un backflip que je ne mets pas. J'avais un run qui pouvait clairement aller chercher le podium cette année, avec un gros saut au milieu qui pose bien. Voilà, c'est dommage, mais pas de regret. J'arrive en bas avec voilà, cette satisfaction d'être allé chercher un run engagé et qui n'a pas payé. Là, je refais une erreur après en bas qui définitivement me coûte très cher, mais c'est normal. On n'a pas l'impression, là, parce que l'image est un peu écrasée, mais il y a de la pente sur cette face du bec des Rosses. C'est quoi l'inclinaison la maximum? Alors là, cette année, le manque de neige a fait qu'on était sur le baby bec. C'est en général le départ que prennent les femmes. Et on n'a pas pu s'élancer vraiment du sommet de cette pointe qu'on voyait tout à l'heure à l'image. En revanche, voilà, on reste sur des inclinaisons qui sont entre 40 et 45 degrés sur la partie haute.
et qui peuvent aller sur le grand bec vraiment jusqu'à 50 degrés avec des inclinaisons qui font que certains riders sont quasiment debout dans la face. Et j'ai une image en tête de Xavier Delerue sur une année où il gagne, où il est en car backside et il a le dos qui vient toucher la paroi pour donner un ordre d'idée de la pente. Alors vous avez vu faire ce saut de barre avec une réception un peu aléatoire, mais on sent qu'il y a de la pente et que c'est un passage très engagé, qu'il ne faut pas tomber à ce moment-là. Voilà, bien souvent, c'est ce qu'il y a derrière qui nous fait dire, voilà, là j'ai le droit à l'erreur ou pas. Alors ça donne aussi, Ludo, des gamelles mémorables. On peut les retrouver sur le site du Freeride World Tour. Il y a le top 3 que je vous ai sélectionné qui se passe pour les 3 chutes à Verbier avec la toupie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de ressentir cette sensation qui doit être assez terrible, de rouler sur soi. Ouais, un bon tomahawk, quand ça part, en général, ça s'arrête en bas. Et la force centrifuge fait que même quand on touche comme là les rochers, au final, ça fait pas bien mal. C'est vraiment l'impact frontal qui vient écraser les 2 forces qui me font mal. Après, malheureusement, si le visage vient taper le rocher ou quoi, il peut y avoir quand même... Mais bien souvent, c'est pas très grave. Voilà. Bon, là, c'est le Suisse Sam Intermental. Ouais, Sam, le gros problème là avec Sam, par exemple, c'est au niveau des genoux et les skis qui déchaussent pas. On sent que les skis sont bien serrés. Ah ouais, ça lui permet de repartir comme si de rien n'était. Mais par contre, il repart, il arrive en bas, il a perdu 2 bâtons, mais c'est bon. Bon, alors c'est le top 3 officiel du Freeride World Tour. Il n'y a que des skieurs. Ça veut dire qu'en snowboard, on ne se prend pas de gamelles? Si, mais l'engagement en snowboard, il faut dire skier, est moins gros. L'engin sur lequel on est fait qu'on ride. Alors on ride pas moins vite, c'est pas vrai, mais on saute moins gros. C'est différent, c'est 2 disciplines différentes. On a les 2 pieds attachés, on n'a que 2 quarts au lieu de 4, enfin c'est pas la même. Voilà. Donc, mais Cody l'année dernière, non, c'est juste une sélection de celle de l'an dernier. On arrive à avoir quand même des belles boîtes. Hein, il y en a qui arrivent à bien se défendre. Bon, ça c'est les sélections officielles du Freeride World Tour. J'ai trouvé qu'il manquait peut-être la chute la plus impressionnante de l'histoire de cette compétition. Alors elle date un peu, puisque c'était il y a une dizaine d'années. Adrien Coirier, un Français, on le voit là à l'œuvre, qui va faire vraiment une gamelle très 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 impressionnante. Je ne sais pas si vous l'avez... Tignes, je crois. Ouais, il se démonte, c'est à Tignes. Adrien, il n'est pas passé loin de la correctionnelle sur cette face ce jour-là, ouais. Et alors il s'en est sorti, il a même repris ensuite le ski freeride. Ouais, on a couru ensemble au début de ma carrière et c'est il y a quelques histoires sur Verbier, le Bec des Rosses par exemple en snowboard, un snowboarder qui a chuté gravement et la fixe s'est arrachée de la planche et la planche a tourné autour de la jambe plusieurs fois. Ah. Donc jusqu'en bas, il y a quelques chutes comme ça dans l'histoire du freeride qui sont vraiment très violentes. Mais sinon, dans la majorité des cas, c'est très impressionnant, mais ça va. On vous souhaite de réussir ce Bec des Rosses 2023 pour être le couronnement, comme pour Nico Martin, d'une belle carrière, d'avoir un podium sur cette face-là. Bon, faut être un peu casse-cou quand même quand on fait du freeride, Ludo. Oui, après, franchement, je suis père de famille. J'ai vraiment pas l'impression de mettre ma vie en danger. C'est calculé. Je fais un sport extrême, certes, mais on a quand même un cerveau et on réfléchit beaucoup avant de pratiquer ce genre de sport et on se prépare. Il n'empêche que vous aimez l'adrénaline. J'ai retrouvé une petite séquence qui date aussi d'il y a quelques années, qui va sûrement vous rappeler des bons souvenirs. Là aussi, on est dans l'adrénaline. Hein. Ouais, sur une web série que j'avais montée en rope jump. Bon saut de barre. Ah ouais, là c'est un bon bar. Celui-là, il pourrait remporter largement la Coupe du Monde de freeride s'il y avait une réception en bas. Ouais, non, avec l'équipe Pyrénaline, là, on a monté le premier rope jump en ski, en snowboard. C'était une première mondiale et c'était juste
c'est moi qui ai été à l'initiative. J'avais monté cette web-série. Le but, c'était d'aller tester plein de sports différents. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et j'avais vu une émission sur le rope jump et j'avais contacté Gauthier pour savoir s'il était intéressé de monter un projet. Il a branché direct. Ça a été très difficile, on a failli pas avoir les autorisations. Enfin bref, on l'a eu. C'était une équipe de 15 personnes avec les caméramans et tout. C'était vraiment sur plusieurs jours. Et bref, le jour où on est arrivé vraiment sur le site et que je me suis avancé et que j'ai regardé en bas, je me suis dit que j'étais le plus gros abruti. J'ai dit, mais jamais je vais oser sauter, en fait. Je suis trop bête d'avoir proposé ça. Et après, voilà, avec le temps, on a monté le saut, etc. Et après, c'était qu'un plaisir de sauter. Ouais. Mais je suis sorti de ma zone de confort sévère. On peut retrouver la séquence intégrale, la série Test It, encore sur Internet. Vous n'aviez pas testé d'ailleurs l'escalade sur glace au cours de ces différents épisodes? Non, c'était dans les... voilà, j'ai fait speed riding, plongée sous glace, etc. Pas assez extrême? Non, mais c'était une des disciplines qui aurait pu rentrer dans un épisode Test It. Bon. Je vous appelle. Voilà, s'il y a un bonus à faire, il y a des clients là qui pourraient organiser ça avec plaisir, je saurais qui appeler. Sans trop de problèmes. Tous les deux, c'est quoi la suite quand on fait de l'escalade, de l'alpinisme à haut niveau, devenir guide de haute montagne, rentrer un peu dans ce milieu des professionnels de la montagne? C'est un parcours que vous avez déjà imaginé, commencé? Je pense que ouais, c'est une suite qui va voilà, ça va être la suite, je pense. Nous, on est déjà dans le monitorat de ski, on est déjà dans le monitorat de ski depuis un petit moment maintenant. D'ailleurs, je reviens d'un cycle de snowboard. Ce que j'allais dire, il faut faire aussi du snowboard quand on est moniteur. J'ai pas du tout kiffé. Hein. Moi, 2 quarts, ça ne fonctionne pas. Ça me fait très très peur. Tu comprends quand je dis que c'est différent? Ah ouais, non, mais je vois bien que c'est entièrement différent. Hein. Clairement, moi, j'aime pas tomber. Et là, j'ai fait que ça. Moi, je suis bien sur mes 2 pieds, il n'y a pas de souci, mais là, c'était pas bon. Et je pense que, ouais, du coup, à la suite de ça, sûrement le guide de haute montagne aussi. Même si on a... nous, on a une carrière qui, au final, est un peu longue déjà. Ce sera notre 8e départ en Coupe du Monde cette année. 8e saison, quoi, de Coupe du Monde. Et donc, ouais, il y a aussi la vision un peu de la suite, mais on a beaucoup de projets, je pense... de type plutôt alpin, avec de la montagne et des choses comme ça qui vont nous sortir de la compète, je pense, dans pas très longtemps. Ouais, vous prenez le temps de voyager aussi, de partir en expé, notamment, là, ce sont des images du Kyrgyzstan, vous êtes allé plusieurs fois. Ça, c'était pas cet été, c'était l'été d'avant. 2018, ouais. 2020 2020, ouais. 2020. Où ouais, on a essayé d'aller répéter, faire la première ascension en libre d'une voie qui avait été ouverte par un groupe de Slovènes très fort d'ailleurs. Et ouais, donc là, on est dans une face qui sort à 5000 et quelques, 5200, quelque chose, 5300. Ouais. Et avec des difficultés qui montent jusqu'à 8A. Donc vraiment, nous, voilà, ça, c'est un des trucs qui nous fait vraiment kiffer, qui nous transporte là, l'escalade, on va dire, dure en altitude, où il y a... Ouais, tu viens vraiment te tirer dessus. Il y a un peu cet effet, je pense, comme dans le trail, où là, tu as les poumons qui brûlent et tout. C'est vraiment impressionnant, ouais. Tout c'est dur dans sa globalité. Hisser les sacs, tout est dur en logistique et en organisation. Se faire à manger, ça devient compliqué. À côté de juste l'escalade, tu vois. Vous dormez dans la paroi et tout. Ouais. Tu dors dans la paroi. C'est un mix de beaucoup de choses, quoi. Ils ont passé leur enfance dans une yourte, alors ils peuvent passer quelques minutes dans une tente accrochée dans la paroi. Ça change pas grand-chose. Non, ouais, c'est des aventures qui sont bien complètes, ouais, et qui nous motivent bien. Ouais. Et qui se préparent, j'imagine, sur plusieurs mois, quoi. Sur pas mal de temps, ouais. Souvent, ouais, une expé, c'est dans les 6 mois, 1 an, des fois à l'avance, parce que entre le temps où tu trouves le projet, qui est quand même pas toujours facile à dénicher, et après le temps de tout organiser, préparer, ouais, ça prend du temps. Alors, il y a aussi un projet de film, je sais, sur notre expé que vous avez fait dans un autre coin, au Brésil, sur des big walls brésiliens. Le film n'est pas encore prêt, mais le teaser est déjà là, donc on va le regarder. On est au sommet de la... Ok, bon, ça, c'est pour plus tard. Il faut d'abord que je vous explique comment on en est arrivé là. Direction le Brésil, dans la région reculée de Minas Gerais. Après les confinements et tout ce bazar, on a décidé de partir très loin avec Damien, Joe et Tristan, pour découvrir les big walls brésiliens, et un en particulier. Sangre Latino sur la Piedra Baiana. Un truc vraiment extrême, de 1000 mètres de haut, pas encore libéré et qui nous fait complètement rêver. Censé être une des voies les plus dures d'Amérique du Sud.
Mais évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ah bah là on s'est fait piquer hein. En fait, c'était à la suite de l'expé au Kyrgyzstan. En fait, cette année-là, on avait un peu la bougeotte de sortir de ces histoires de Covid. Je pense qu'il y a eu un peu un effet. On ouvre les portes là. On est libre. Et c'est vrai qu'on a enchaîné 10 jours après, on est reparti en fait directement avec une autre équipe. Et c'est vrai que on a vécu des choses assez marrantes. C'est pour nous un peu comme toi, je pense, tu vois, de la Thaïlande. C'était un effet qu'on connaissait pas trop nous, le show. Le show vraiment violent, le côté un peu jungle et tout, c'était inconnu. Et on a découvert un autre environnement qui nous a bien sorti de notre zone de confort. Copain avec les guêpes. Comme on peut le voir, c'est les guêpes, ouais. Ouais, c'était des grosses Il y en avait guêpes des millions et des millions grimpés en les poussant dans les fissures là pour les écarter un peu et mettre les mains. Ben, en fait, Pas pendant 4 jours. On a grimpé 6 jours dans cette phase. Et au bout de 6 jours, on s'est fait attaquer. Et là, on a vraiment eu peur, quoi. On a vraiment eu peur pour notre vie, quoi. Et là, on s'est vite barré. Après, du coup, on est allé grimper d'autres belles faces autour. Mais, Vous n'avez pas pu finir, non? Non, du coup, on n'avait pas terminé cette voie. Mais du coup, d'où le nom Plan B, d'aller voir 2 autres belles voies hyper emblématiques aussi, avec des paysages qu'en fait, on ne connaît pas trop. Nous, c'était un peu les premières fois qu'on voyait des images de ces faces-là, ça fait des grosses molaires de granit assez impressionnantes, là. Donc, il y en a partout. Ouais. Et ben voilà, le film pour dans quelques mois. C'est Damien Largeron aussi qui le prépare. C'est Antoine Cagnard qui fait le montage, mais c'est Damien Largeron qui a fait les images. Ouais. Et ce sera dans pas longtemps disponible, je pense. On sortira d'ici quelques mois. Avec un deuxième film aussi encore qui est en préparation là, sur plutôt le trip de cet été d'ailleurs, avec des vélos, une histoire un peu burlesque aussi. Ah oui, vous êtes parti en vélo, on en voit. Alors ça, c'est pas les images du trip, mais c'est vos images de vélo, parce que vous aimez bien aussi partir en vélo. Et sur cette petite séquence, vous mimez Nance Peters, qui est censé être le 3e. Et Nico, lui, quand il va faire du vélo, Nico Martin, c'est le vrai Nance Peters qui est avec lui. Je me doutais. Ouais. Ça, c'était notre première expérience, ouais. C'est ce petit tour-là de quelques jours Ça, qui c'est nous chez a... moi, ça. Mais oui, Ça, c'est chez toi. Ouais. En fait, on a fait un petit tour du Vercors en alliant plusieurs disciplines. En fait, c'est un des trucs qu'on commence à bien kiffer, justement, c'est d'aller essayer de mélanger tout, d'aller mélanger du ski et de la montagne, du vélo et de la grimpe, du parapente et de l'alpinisme, et de venir vraiment mettre des combos en place. Et donc, c'était un peu le début de cette histoire. Et du coup, on avait fait un petit tour du Vercors. Il y en a un qui est prévu d'ailleurs pour le printemps qui arrive, en repassant pas très loin de Rancurel, je pense d'ailleurs. Et ben voilà, pour boucler la boucle des points communs, là, en petit clin d'œil à vos images de parapente, parce que, comme vous le dites, vous faites aussi du parapente. Là, je crois qu'on est du côté du massif du Mont Blanc, Les Grandes Jorasses Val devant, là. Ferré. premier décollage et premier sommet et premier décollage des Grandes Jorasses. Ah bah quand même, voilà, c'est bien de décoller pour un premier sommet d'un des endroits mythiques des Alpes. Merci à tous les 4. Bonne chance, Ludo, pour Verbier à la fin de l'hiver, à la fin du mois de mars. Nico, on le reverra forcément sur les trails et notamment les passerelles au mois de juillet, puisqu'il est le parrain de cet événement qu'on suit avec plaisir sur Télé Grenoble. Et puis Nils et Luna, Tristan et Luna, si vous voulez les encourager, il y a une Coupe du Monde fin janvier à La Plagne, enfin à Champagny, sur la tour de Champagny. Donc on pourra vous voir à domicile avec ce petit engin. Merci de m'avoir légué pour mes enfants ce soir. Ça va me permettre d'être un peu plus autoritaire, voilà, un peu plus respecté, un peu plus écouté. Nous on se retrouve en tout cas très vite dans Grand Air pour d'autres aventures. Vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site internet en replay télégrenoble.net. Merci à tous. Merci.